à Hugo Pinto Marquez, chirurgien de Lisbonne, qui a une grande expérience, qui était un pionnier en Europe, de nous parler de ce sujet, transplantation hépatique, foie totale par robot. Hugo. Alors, tout d'abord, merci pour cette prestigieuse invitation. Et donc, je parle de transplantation hépatique robotique du foie total. Je ne sais pas si ça marche. OK. Donc, comme vous savez, la première transplantation laparoscopique a été faite 2021, publiée 2022. Et c'était un cas qui a eu une ischémie chaude de 84 minutes avec une clampage portal de 12 minutes. Et en fait, je crois que ça n'était pas très bien accepté par la communauté chirurgicale. Et la preuve, c'est cet éditorial. Et son auteur, il est là, c'est le professeur Cherki, qui a terminé en disant, pour l'instant, c'est une opération pour très peu de patients et encore moins de chirurgiens. Donc, c'était l'avis général pour la transplantation laparoscopique. Le robot a des avantages comparativement à la laparoscopie parce qu'il y a un autre type de précision, d'amplitude de mouvement, de visualisation et une capacité de reconstruction différente. Donc, peut-être, on pourrait envisager la transplantation robotique pas comme une prouesse, mais peut-être comme le futur d'un certain malade. Le premier cas a été fait à Séoul 2023, transplantation de donneurs vivants robotique. Ils ont fait déjà à cette époque des transplantations avec hépatectomie robotique, laparoscopique et implantation robotique. Et après, un cas de transplantation totalement robotique chez le malade. Pardon. Le premier cas, transplantation donneur vivant totalement robotique, donneur et malade à transplanter, a été fait en 2023 par Dieter Boering. Et en fait, Dieter a à ce moment plus de 50 malades opérés, transplantation de donneur vivant, avec de très bons résultats et apparemment des avantages en termes de durée de séjour, entre autres. La transplantation hépatique robotique du foie total a été faite pour la première fois aux États-Unis. C'était aussi 2023, mai 2023, c'était le groupe de Adil Khan et Majella Doyle qui ont fait à Saint Louis la première transplantation de foie total. C'était un homme de 61 ans, cirrhose virale C et carcinome hépatocellulaire avec un MELD de 10. Ce qu'ils ont fait, c'était utiliser COC, une clampage externe de la veine cave. Le temps total, c'était 8h30 minutes à la console. L'hépatectomie a duré 3h30 minutes. Le temps d'ischémie chaude, c'était 97 minutes. Quand même, le malade a été assorti à jeu dose et il n'y avait pas de problèmes majeurs. Et même ce temps d'ischémie chaude n'a pas eu de conséquences. Maintenant, je vous montre notre expérience au Portugal, le centre hépato-biliopancréatique et transplantation qui s'appelle Eduardo Barroso, comme le professeur Eduardo Barroso qui est ici avec nous. C'était son fondateur qui a créé le centre. Et c'est juste pour vous dire l'expérience du centre en transplantation hépatique. Normalement, plus de 110, 120, 130 transplantations par an et aussi une grosse expérience en chirurgie hépatobiliopancréatique avec à peu près de 700 malades opérés par an. L'année passée, c'était 385. On a commencé un programme de chirurgie robotique en 2019 qui a augmenté tous les ans. Et l'année passée, on a fait 153 chirurgies hépatiques ou biliaires complexes, et environ 35% du total des malades opérés. Et je vous montre, jusqu'à mai 2024, on avait 450 malades opérés, surtout hépatiques, résection hépatique, maintenant plus de 500. Et je vous montre par exemple des mésohépatectomies élargies au segment 1 ou bien des hépatectomies gauche, dans ce cas avec reconstruction biliaire, et par exemple des thrombectomies de la veine cave pour les patientes avec tumeur rénale. On a publié très récemment l'expérience multicentrique entre Lisbonne, Modena en Italie et aussi Tampa aux États-Unis du traitement chirurgical du cholangiocarcinome périhilaire
avec la chirurgie robotique, avec des bons résultats, mais bien sûr, dans des malades très sélectionnés. Donc, si on a d'expérience en chirurgie hépatique complexe, même des cholangiocarcinomes périhilaires, on a plus de 300 malades opérés. Si on a aussi d'expérience en reconstruction biliaire et vasculaire en robotique, et aussi d'expérience en chirurgie hépatobiliaire pancréatique, on peut envisager aussi de démarrer un programme de transplantation hépatique robotique. Et en fait, on a réuni les conditions nécessaires pour faire ça. Comme aux États-Unis, on a pensé aussi à la transplantation hépatique robotique du foie total. Donc, on s'est préparé avec du matériel nécessaire, surtout des clans, surtout laparoscopiques. Il y a aussi des clans robotiques, mais on a commencé avec des clans laparoscopiques. On a fait entraînement avec des greffons vasculaires pour entraîner les anastomoses vasculaires, surtout. Et on a sélectionné les malades. On a pensé peut-être c'était mieux de faire des malades avec cirrhose bien compensée, avec carcinome hépatocellulaire, un MELT pas très haut. On a sélectionné un malade avec des métastases hépatiques dans tumeur neuroendocrine, des fois pas très grand, pas d'hypertension portale significative et pas très obèse quand même. On a fait la première transplantation en février 2024. C'était le premier en Europe. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est on avait un très bon donneur, 50 ans, une femme, et tous les malades qu'on avait dans cette condition qu'on avait sélectionnés étaient en fait assez loin sur la liste d'attente. Et après 4-5 mois de préparation, on a décidé d'avancer avec un malade de 51 ans, cirrhose éthanolique et virale, avec une acide réfractaire très sarcopénique, avec une hernie et qui avait même une fuite d'acide. Donc, c'était pas du tout un malade idéal pour commencer, mais c'était le temps de commencer. Et le malade a sorti à G11. C'est une chose qui, dans un malade comme ça, c'était pas vraiment, c'était un peu différent de ce qu'on a expecté pour cette première malade. Donc, on a publié la première série en janvier 2025 avec 3 malades à Lisbonne et 3 malades en Italie. C'est une expérience, ça c'est les incisions des malades, c'est pas, pas du tout le plus important, mais c'est juste un exemple. Et si on peut voir, en fait, on a un problème avec l'ischémie chaude. Le premier malade avait 70 minutes. Tout d'abord, il n'avait pas des problèmes directement liés à l'ischémie chaude. On a fait dans tous les malades perfusion hypothermique au Bechtel, au moins 2 heures. Et on peut voir qu'il y avait des malades qui ont sorti à G4, G5, les malades avec une cirrhose plus compensée, avec CHC, mais même des autres malades pouvaient sortir à G10 ou G11. On a déjà 12, et c'était l'expérience jusqu'à hier. On a fait hier le malade numéro 12. Et je peux vous dire, ce n'est pas toujours sans problème parce qu'on a fait une retransplantation. Et ça, c'était un problème technique. C'était une sténose de la veine cave qui a causé un problème d'outflow. Et donc, on a retransplanté cette malade par un problème technique. Et on a eu 2 conversions. Pour ces malades, en fait, on a l'impression que la durée de séjour, c'est plus courte, mais c'est jusqu'au moment en impression. Et on peut voir qu'il n'y a aucun problème technique jusqu'au moment. Donc, l'état actuel de la transplantation hépatique robotique, j'ai parlé avec Adil, j'ai parlé avec Fabricio hier. Donc, il y a 12 malades à Lisbonne, 12 malades à Modène, en Italie, et 6 malades aux États-Unis. Et je dois dire, ce n'est pas une opération facile. Il nécessite beaucoup d'expérience en transplantation et aussi en chirurgie hépatique robotique. Peut-être il peut avoir des bons résultats dans certains patients très sélectionnés, peut-être petite fois, préférence au CHC. Acide, ça peut aider en fait. Les mails ne sont pas très hauts. Un donneur avec un petit foie, c'est meilleur pour ça.
les malades pas très obèses. Et il faut en fait faire attention à l'ischémie chaude. C'est un problème technique que je crois que peut être résoudre plus tard avec l'expérience. Donc, une opération difficile à ce moment, avec de nombreuses difficultés à surmonter, doit être réservée au centre qui combine cette expertise en transplantation et en chirurgie hépatobiliaire et aussi robotique. Il faut faire une bonne sélection. Il y a au monde à ce moment 30 malades opérés au total. Et en fait, on doit dire, il faut reconnaître que le bénéfice de cette approche, c'est encore un cours d'évaluation. Et je vous montre un exemple, c'est un malade avec un CHC, en cirrhose bien compensé quand même avec un MEL de 18, je crois. Ça, c'est l'hépatectomie. On peut voir la dissection du segment en. En fait, la dissection du segment en est plus facile avec ce type de visualisation. Ici, l'artère hépatique. Et on peut voir que les gestes sont pareils à ce qu'on fait dans la chirurgie ouverte. Et ça, c'est un principe que je crois que c'est important. Ici, la veine porte. Ici, la voie biliaire, qui on coupe de la même façon qu'on pourrait faire dans la chirurgie ouverte. Ici encore, une dissection de la veine porte. Et après, on continue la dissection ici du segment en, qui est exposé ici. Ici, le ligament de Arencius qui est disséqué avec un instrument d'énergie avancée. Ici, le foie droit. Et après, section de la veine sus-hépatique droite. Après, section de la porte. Et après, section du tronc commun de la sus-hépatique moyenne et gauche et hépatectomie totale. Et voici, avec clampage cave total, un exemple de reconstruction avec une reconstruction de la veine cave latéro-latérale. Ici, avec un Gore-Tex 5.0. Ça paraît peut-être plus, mais c'est en 5.0. Après ça, comme une chirurgie ouverte, on commence à faire la reconstruction portale. Donc, l'anastomose cave, c'est fini. La reconstruction portale aussi avec une Gore-Tex 5.0, c'est peut-être plus résistant et donc on préfère utiliser ça dans ces malades. Et si on suit tous les passes de la transplantation, on voit ici, après la déclampage, l'anastomose portale qui fonctionne bien. Ici, l'anastomose artérielle. Et ici, on peut en fait utiliser une implantation qui peut être faite jusqu'à 10 fois. Donc, c'est même mieux que notre loupe. Et parfois, vous savez que dans les malades très obèses, c'est parfois difficile d'avoir une reconstruction stable, surtout à l'artère. Et comme ça, notre expérience jusqu'au moment, en fait, ça nous permet de faire une reconstruction, je crois, avec beaucoup de confiance. Déclampage portal, ici on peut voir aussi la reconstruction biliaire qui est faite de la même façon qu'on faisait si on faisait l'opération dans une technique, je dirais, classique. Et donc, c'est ça, et c'est ce que je vais vous montrer. Merci beaucoup. Ukrainien. C'est très beau et assez extraordinaire. Daniel Cherki est le premier à parler. Daniel, tu prends un micro. Oui, oui, merci. J'ai été nommé discussante, discute. Je pense qu'il n'y a pas un mot français pour ça, discussante pour commentateur. Merci. Tu as la gentillesse de mentionner mon éditorial. Il se trouve qu'on m'avait proposé cet éditorial parce que j'étais un des pionniers de la chirurgie laparoscopique du foie et non pas robotique. Et effectivement, je l'avais nommé prouesse ou progrès. Donc, je vais reprendre ce titre. Prouesse, indiscutablement. C'est une prouesse technique magnifique, qui est, effectivement a franchi les frontières de la chirurgie mini-invasive. Et donc, bravo, c'est une prouesse. Progrès, je suis moins sûr. Et je pense que on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Alors clairement, le robot par rapport à la laparoscopie s'adresse aux limites de la laparoscopie, c'est-à-dire la reconstruction vasculaire et biliaire, que la laparoscopie ne peut pas faire, ou en tout cas ne peut pas faire dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est clairement une avancée du robot. Par contre, la transplantation hépatique, c'est une chirurgie de sauvetage, life-saving procedure, une procédure qui sauve la vie. Et je ne suis pas certain que allonger l'opération, les transplantés qui ont été greffés comme ça sont des malades qui ont été sélectionnés parce qu'ils n'avaient jamais été opérés, qu'ils avaient une greffe a priori facile avec des MELD qui n'étaient pas à 30 mais autour de 16 ou 20 et qui auraient eu des transplantations en 4 heures par laparotomie, sans clampage cave, sans ischémie chaude. Et donc, on compromet un petit peu la transplantation pour faire ces avancées. Alors, cela dit, s'il n'y a pas des gens qui franchissent les limites, on ne progresse pas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit dans une bonne direction concernant la transplantation hépatique, parce que ce qui reste à démontrer, c'est le progrès pour le patient. Que le robot rend les chirurgiens heureux, c'est une certitude. Tous ceux qui font du robot sont très heureux. Est-ce que le patient est plus heureux parce qu'il a une intervention au robot? J'en suis pas certain. Et comme tu le sais, aujourd'hui, on peut faire, après une incision sous-costale, on peut sortir aussi à J10 après une transplantation hépatique. Donc, je pense que le chemin est long pour prouver. Alors, premièrement, je garde ma conclusion initiale, c'est pour peu de patients, parce que la majorité des patients, pour le moment, n'est pas des candidats, et pour peu de chirurgiens, mais peut-être que le nombre de chirurgiens va augmenter. Actuellement, 30 cas en 3 ans sur probablement 20 000 transplantations réalisées dans le monde. Donc, merci de montrer la voie, mais attention. Voilà. Merci, Daniel. Hugo, tu réponds. Oui, je dois dire, premièrement, je crois que si c'est un prouesse, ça ne sert à rien. Donc, il faut être... oui. Donc, il faut montrer que c'est une technique reproductible. Et ça, je dois dire, c'est une technique difficile. Pour le moment, pour l'instant, je crois que c'est difficile. Je crois qu'on a l'opportunité d'apporter à la transplantation les avantages de la chirurgie minimamente invasive. Je peux dire que je suis très convaincu avec la capacité de reconstruction et la qualité de la reconstruction avec ce type d'approche. Aussi, je vois que même en termes de tolérance hémodynamique, il y a une différence, même pour les anesthésistes, mais bien sûr, il y a très peu de cas, donc on ne peut pas prouver ça. Mais je crois que avec l'évolution de la technique, avec sûrement le temps d'ischémie chaude va baisser. Dieter, par exemple, il fait une fois partielle, mais son moyenne d'ischémie chaude, c'est 35 minutes. Donc, je crois que c'est juste un problème d'acquisition d'expérience. Et je crois que la difficulté qu'on a aujourd'hui, ça va diminuer. Et je crois que, par exemple, même pour la clampage cave, si on développe des instruments propres, comme on fait des techniques Belghiti type, par exemple, avec une clampage partiel. Le problème, c'est qu'on n'a pas à ce moment ce type d'instrument pour la robotique. Je crois que tout ça va venir. Donc, je crois que pour les malades qui peuvent bénéficier de ça, chez nous, c'était environ 10%. À une phase, on a commencé, c'était 1 an d'expérience. Je suis sûr que ça peut augmenter avec un peu plus d'expérience. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr du futur. Et si c'est vraiment un futur complètement certain ou non. Mais comme tu dis, c'est certainement une possibilité. Merci. Hugo, quand quelqu'un m'a posé la question, j'ai dû porter un jugement sur ce que tu avais fait, j'avais répondu que, considérant le domaine de la connaissance, avec ses limites, il arrive que quelqu'un ouvre la porte, ou quelquefois même trouve une porte là où personne ne la voyait, et sort dans l'inconnu. Et puis il voit, et puis il revient, et il nous dit ce qu'il a vu. Et voilà ce que tu fais, tu sors, puis tu viens et tu lui dis, voilà, c'est faisable, on peut faire ça. Ce qu'on ne voit pas dans le film, moi c'est ça ce qui m'impressionne le plus,
c'est qu'en réalité, le chirurgien, il est à quelques mètres du malade, il est devant une console. Donc, tout ça, c'est des bras. Tu devrais montrer cette image, parce que tu montres une vue chirurgicale auquel on est habitué, en définitive, sauf que ce sont des pinces qui bougent toutes seules. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que tu es devant une console à quelques mètres du malade, et en faisant ça à distance. Donc, comme l'a dit Daniel, euh, on va voir. L'histoire juge toujours. Donc, on verra dans quelques années, parce que ce qu'il faut montrer, comme l'a très bien dit Daniel, et comme tu le dis aussi, pour quel malade? Quels bénéfices, quels sont les malades qui vont bénéficier de cette intervention? Parce qu'aujourd'hui, dans un bras de la balance, il y a l'opération ouverte qu'on connaît tous, habitués, et puis tu rajoutes dans l'autre côté le foie robotique avec ses avantages, l'esthétique, c'est vrai, la précision des sutures, c'est impressionnant. Tu mets ça. Tu as oublié de mettre quelque chose quand même, que je mettrai de l'autre côté. Le stress pour le chirurgien ou l'équipe chirurgicale. Parce que quand je pense, peut-être pas au foie cadavérique, mais ceux qui font avec un donneur, s'ils ratent leur intervention, c'est fini. Il n'y a pas un deuxième donneur, c'est un single shot, comme on dit. Donc, c'est une opération, c'est un stress de savoir qu'il peut y avoir une hémorragie. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une hémorragie? Vous rajoutez donc un stress, et on ne parle pas du stress dans les inconvénients. Mais moi, je te pose la question, le stress de l'équipe chirurgicale, vous avez l'air de vous lancer là dans l'enthousiasme. Tu n'es pas tout seul, hein. Tout le monde, les anesthésistes, tout le monde. Comment ça se passe? Alors, pour l'enthousiasme, toute l'équipe est très motivée. Je Voilà, crois qu'il a très motivé. un intérêt de beaucoup de personnes qui maintenaient une visite quand même à Lisbonne pour voir. Il y a une chose avec le risque et le stress du chirurgien que je dois dire. Bien sûr, c'est stressant pour le chirurgien, même avec un foie cadavérique, parce que c'est c'est une approche on n'a pas beaucoup d'expérience à ce moment, on doit dire ça. Avec 100 hépatectomie robotique, on a développé une confiance de contrôler des accidents que je dirais que c'est pareil à chirurgie ouverte. Ça peut être un exagère, mais je ne crois pas. Parce qu'en fait, chez le robotique, c'est comme si on est à l'abdomen du malade. Et nos gestes sont très instinctifs. Donc, s'il y a une hémorragie de la veine cave, la veine porte, et ça arrivé, c'est pas la plupart des cas. Donc, Je ne sais pas si ça marche. Bon, comme d'habitude, Hugo, je suis toujours admiratif de ce qu'il présente. Je n'ai aucun doute de proof of concept, de dire que tout est faisable par voie robotique. Ça, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute non plus pour l'avantage de la robotique pour les donneurs vivants. Alors, les donneurs vivants, c'est complètement séparé des donneurs cadavériques ou dits classiques. Il y a une spécialité qui est quand même plus en Occident et pas tellement dans les pays asiatiques ou dans l'hémisphère sud, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que la robotique va avoir un essor phénoménal en transplantation donneurs vivants. J'en suis persuadée. Je ne suis pas convaincue pour les donneurs cadavériques. Tu as montré que c'était faisable. C'est ça ton papier. Ton papier t'a dit c'est faisable. Par contre, effectivement, je suis un peu comme Daniel Cherpi. Je ne sais pas quel est l'intérêt pour plus tard. Parce que déjà, tu as sélectionné les malades, c'est des mails moins de 15. Tu as pris quand même, on va dire, des receveurs un peu faciles. Tu as montré que quand même, tous ces greffons, tu as utilisé le Hope Machine, donc ça prouve quelque chose. Tu as montré aussi qu'il y avait l'effet de l'ischémie chaude. J'ai vu qu'il y avait des variations techniques. Tu utilises le gros facteur pour faire la reconstruction portale. Très bien, qui peut être fait, mais c'est plus rapide en robotique, pas vraiment utile on va dire classique. Donc, moi, dire que c'est faisable, oui. Donneur classique, je ne sais pas. Et j'ai une seule question à te poser, parce que j'ai toute confiance en tes capacités, tu es un excellent chirurgien, et tout le monde le sait. À ton avis, est-ce que tu crois que la robotique va être acceptée comme modalité dans la transplantation du foie pour des greffons cadavériques? Voilà ma seule question.
Oui, je vais reprendre tes mots. La robotique, c'est formidable pour la reconstruction. Pour avoir fait énormément de transplantations, en fait, dans la transplantation, c'est pas tellement la reconstruction qui est difficile, une anastomose artérielle, une anastomose cave, c'est l'explantation. Et donc, en fait, plus un acte chirurgical est une prouesse, plus il faut prouver, pas que c'est faisable, mais que c'est meilleur. Or, ça ne me convainc pas sur le côté reconstruction. C'est pas des anastomoses très compliquées. On peut les avoir par loupe. C'est une porte, c'est une cave, c'est du gros œuvre. Donc, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que je voudrais m'insurger contre ce critère de jugement qui est la durée de séjour. En transplantation hépatique, la durée de séjour, elle n'est pas due à la chirurgie. Enfin, elle est surtout due à toutes les complications médicales, à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément en relation avec la chirurgie et surtout avec des programmes de réhabilitation, etc. Ça dépend énormément des endroits. En Espagne, c'est 10-4 jours pour les transplantations ouvertes. Hein. Aux États-Unis aussi, parce qu'ils ont des structures. En France, on est loin de ça, parce que le post-op n'est pas facile à avoir. Donc, la durée de séjour ne veut rien dire comme critère, à mon avis, pour comparer, en particulier en benchmark. Je regarde le professeur Clavien qui est super calé en benchmark. La durée de séjour, il faut arrêter avec ça. Ou alors, il faut savoir exactement quels sont les critères de sortie et de non-sortie. Voilà. Deux questions. Oui, deux questions. Très bien. Oui. Alors, j'ai entendu beaucoup de critiques que j'avais d'ailleurs déjà entendues il y a 35 ans, y compris quand je suis venu présenter des innovations en Célio. Je trouve que vous devriez continuer. Moi, je fais partie des pionniers de la Célio et j'ai vu arriver le robot vers la fin de ma carrière. J'ai trouvé ça quand même très compliqué. Bon, en plus, il y avait une délégation de tâches. Enfin, ça m'avait perturbé. Mais il faut se rendre à l'évidence. Avec le robot, on voit mieux qu'en Célio. On a une image plus stable. On coud mieux. Or, beaucoup de complications sont liées à des problèmes de suture. Et en Célio, on peut se souvenir que c'était très compliqué. Et donc, vous avez montré que c'était faisable. Inévitablement, ça va inspirer d'autres collègues et les résultats vont s'améliorer. Vous êtes un innovateur, c'est normal que vous ayez des opposants, ça fait partie de la discussion. Et moi, je trouve que vous devriez insister. Et il y a une autre notion sur laquelle je voudrais insister, c'est que depuis le début de cette séance, on parle de malades sélectionnés. Et vous avez en chirurgie hépatique des bons résultats de manière générale parce que vous sélectionnez bien vos malades. Moi, j'ai été frappé, je m'occupe de la nomenclature et j'ai demandé aux collègues qui font de la chirurgie hépatique, trouvez-moi des arguments pour obtenir un modificateur pour la cirrhose, que les opérations faites sur les foies cirrhotiques soient plus chères. Et on va trouver d'argumentaires francs, parce qu'en fait, les malades que vous opérez avec des cirrhoses, c'est des malades bien sélectionnés et qui obtiennent des résultats à peu près équivalents aux autres malades. Donc la sélection des malades chez vous, c'est très important. Et en tout cas, je vous invite à poursuivre. Je voudrais juste rajouter un petit mot, Hubert, parce que je vais tout à fait dans ton sens. Quand on a fait les premières hépatectomies droite par laparoscopie il y a un grand nombre d'années, on disait c'est difficile, c'est long, qu'est-ce qui va se passer si ça saigne? Et bien, on faisait l'hémostase par laparoscopie. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un temps de formation qui est un petit peu long, mais je pense que, alors, moi, je n'ai pas l'expérience de la robotique, hein, mais je pense que la robotique, elle permet d'améliorer en définitive la technique chirurgicale, et donc elle va être un avantage pour la transplantation. Bien. Est-ce que je peux faire un très petit commentaire? Oui. Je vais vous dire, j'ai entendu Daniel et Gina, et c'était la même chose que j'ai dit il y a 15 ans quand a commencé la chirurgie laparoscopique. Dans mon service, je disais la même chose. Mais qu'est-ce qu'on va apporter avec la chirurgie laparoscopique? Le patient qui a besoin d'une hépatectomie, il a besoin de survivre, il a besoin d'avoir la certitude qu'il va vivre longtemps. Et j'étais mal. Mon commentaire, c'était
à cause de mon âge et de mon expérience. Et je vais dire, Hugo ne m'a pas dit qu'il va faire une transplantation robotique du foie parce qu'il savait que peut-être j'avais un infarctus à la maison. Hein? Il m'a dit le jour après. Mais j'ai dit une chose à tout le monde. J'ai vu Hugo faire une chirurgie pour le tumeur de Klatskin par robotique. J'ai dit, et c'est lui, moi, qui a fait le premier cas à Lisbonne, j'ai dit, après voir la chirurgie robotique de Klatskin, j'ai dit, il n'a aucune technique mieux que ça. Je disais, si j'avais le pouvoir de décider, je disais au Portugal, pour faire le Klatskin, toujours à Corée Cabral et toujours robotique quand c'est possible. Alors, les choses, le commentaire, c'était toujours comme ça. C'était la même chose. Ah oui. Parce que je ne veux pas passer pour celui qui est un opposant à la chirurgie mini-invasive. Je rappelle, j'ai fait le premier donneur vivant par cœlioscopie au monde. Donc voilà. Donc je suis favorable à la chirurgie de résection par chirurgie mini-invasive. Je dis que la transplantation hépatique est un autre monde dans lequel il y a c'est des chirurgies longues, il y a l'hépatectomie, la reconstruction, et je dis que pour le moment, on n'a pas démontré que c'était un progrès, c'est tout, et que donc le travail reste à faire. Tu as démontré la faisabilité, et bravo, et j'admire ça. Oui, mais on n'y est pas encore pour... Et un dernier point que je n'ai pas adressé, c'est simplement la transplantation, quand on fait 150 greffes dans un centre, il ne faut pas un seul chirurgien. Il faut 4 ou 5 chirurgiens pour faire les transplantations à tour de rôle. Et donc, pour former 5 chirurgiens qui sont capables de faire ton opération, tu vas avoir du mal. C'est un travail d'équipe. Donc, il faudra penser à ça aussi à l'avenir. Dernière question ici. Le micro là. Le micro. Passez le micro. Voilà. Allez-y. Oui, alors je ne suis pas chirurgien, je suis désolé, mais quand on a des trocars de robots, les bras des robots, etc., c'est des petits orifices. Comment est-ce qu'on fait pour introduire le foie greffé? On est obligé d'ouvrir un peu plus, non? Et sortir le foie. Question. Excusez-moi, mais... On n'a pas pensé à ça. Tu peux répondre? Réponds. Il demande comment on introduit le foie. Alors, on le sort d'abord. Il faut le sortir et le rentrer. Voilà. Alors, je commence par la dernière question. Je vous ai montré les incisions des malades avec une incision de 8-10 cm. C'est une incision que c'est nécessaire pour sortir le foie du malade. Et normalement, le foie de greffon, c'est plus petit, donc c'est plus facile à introduire et jamais avec du traumatisme du foie. Donc, c'est un principe important. Bon. Je dois dire, pour le début, pour cette question, on est en train de comparer une technique qui a été faite des milliards et des milliards de fois, c'est la transplantation de foie classique, avec une transplantation qui a été faite 30 fois. Donc, l'expérience n'est pas la même. On ne peut pas, en fait, comparer pour le moment ces types de choses. Mais je dois aussi dire que quand Laurence a dit que l'hépatectomie, c'est le plus important, un des plus importants, je pense aussi qu'une bonne transplantation, c'est une bonne hépatectomie, une hépatectomie parfaite qui prépare l'implantation. Tout à fait d'accord. Je crois, pour moi, que l'hépatectomie robotique est pas très difficile du tout. Ça prend 1h30, peut-être 2 heures. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus long que chirurgie ouverte, mais pour la plupart des malades, hier, on a pris en fait 2h30, mais il y a des malades qui ont beaucoup moins. Et je parle du temps parce qu'en fait, c'est un exemple de la difficulté. Ce n'est pas très difficile de faire une hépatectomie totale robotique. Pas du tout. Ça dépend du foie, mais des malades sélectionnés. Oui. Ce secondaire et hypertension portale, c'est autre chose. Avec une hypertension portale modérée aussi. Alors, je dois dire pour le moment, et pour répondre, bien sûr que la durée de séjour, ce n'est pas le plus important. Il y en a vu des malades qui ont sorti à G4, G5. Bien sûr, ce n'est pas très important, mais c'est indicatif, au moins. Ils ne sont pas revenus. Et en fait, il faut dire aussi, il n'y a pas, jusqu'au moment, aucune complication technique. Peut-être
peut-être un malade seulement. Pour dire ici à Gina, tu m'as demandé si c'est le futur ou non, je ne suis pas sûr, bien sûr. Mais je dois te dire, imagine que on est capable de réduire le temps d'ischémie chaude à 30 minutes. Imagine qu'on est capable de faire une clampage partielle avec des instruments corrects. Imagine que tu rajoutes à ça tous les avantages de la mini-invasion et des avantages en termes anesthétiques. Tout ça, peut-être, si c'est le cas, c'est peut-être le futur. Ouais, juste rapidement, je crois qu'on ne peut pas arrêter le progrès. On peut discuter tout ce qu'on veut. Le futur, c'est le futur. La question, c'est quand, comment. Ma question, Hugo, félicitations pour tout ce que tu as fait là. C'est le côté éthique et d'éviter les côtés collatéraux. Donc, tu as fait ça. D'autres centres le font. Il va y avoir des décès, il va y avoir des problèmes parce que les gens vont vouloir le faire sans avoir l'expertise, malgré que toi, tu as montré ce qu'il faut, etc. Comment tu évites sur le plan éthique? Est-ce que tu avais une autorisation éthique de le faire? Est-ce que tu t'es couvert avec ça ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Et comment tu vois pour éviter les effets collatéraux? Ça veut dire d'autres centres qui vont, il n'y a pas de registre, il n'y a rien du tout pour prévenir les catastrophes qui peuvent arriver avec le robot. Je dois dire, on a eu une autorisation éthique et aussi on a fait un consentement exprès pour ces malades. Et tous les malades ont été consultés par moi, que j'ai expliqué extensivement les variations de cette nouvelle approche. Il faut dire à tout le monde, je crois, que c'est une technique pour le moment vraiment difficile, réservée aux centres qui ont une expérience très grande à la chirurgie hépatobiliaire, à la robotique et aussi à la transplantation. Et avoir tout ça dans le même centre, ce n'est pas très commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui le font. Donc, le message, je crois que c'est plus important, c'est qu'il ne faut pas commencer à faire ça partout, parce que c'est vraiment, les personnes vont rencontrer des difficultés complètement inespérées. Et donc, le message, c'est un peu de prudence à ce moment-là. Merci Hugo. Et on va terminer. Moi, j'ai une seule question à te poser. En fait, c'est assez ennuyeux pour toi parce que quelle nouvelle intervention tu vas faire en chirurgie hépatique? Tu as tout fait. Donc, voilà, tu es à tes limites, là, c'est terminé. Voilà.